Bonjour. Donc, aujourd'hui, on va continuer le résumé des cours de l'année précédente. Donc, il y aura pas mal de transparents ou de projections, une soixantaine. Je suis un peu obligé de mettre tout parce que j'aime bien terminer aujourd'hui avant de commencer des choses nouvelles. Après, on essaiera d'aller tranquillement, hein, je vous promets. Donc, tout d'abord, j'ai mis là une référence parce que plusieurs d'entre vous m'ont demandé s'il y avait un texte où on pouvait lire davantage sur les cordes. Et bon, c'est pas facile de trouver quelque chose qui c'est entre un texte grand public et un texte professionnel. Je pense qu'au moins la première partie du livre de Brian Greene est pas mal fait, à la fois sur le modèle standard et comme introduction à la théorie des cordes. Après, ça se complique pas mal dans la deuxième partie. Bon, alors on reprend le discours où on l'avait laissé la semaine passée. On avait dit que, bon, encore avant la soi-disant révolution de Green et Schwartz, on connaissait déjà trois théories des supercordes qui apparaissent être cohérentes. Il n'y avait pas de fantômes, pas de tachyons, et on l'appelait la théorie de type 1 et deux théories de type 2. 1, c'est pour des cordes ouvertes, et 2, ouvertes et fermées, parce que ce n'est pas cohérent d'avoir que des cordes ouvertes, tandis que 2A et 2B, ils n'ont que des cordes fermées. Et tous les trois étaient supersymétriques, et deux d'entre eux, la 1 et la 2B, avaient des fermions chiraux, et en particulier dans le type 1, comme il y avait des extrémités, hein, les extrémités de la corde ouverte, on pouvait mettre des charges à l'extrémité des cordes et avoir ainsi des symétries de jauges du type SON ou SPN. Par exemple, on pouvait envisager d'avoir une théorie de jauge SO16 qui est un des candidats pour une théorie unifiée des autres interactions. Mais comme on va le voir très tôt, ce n'était pas vraiment la fin des problèmes, donc il y avait encore quelque chose, des problèmes à résoudre. Avant de discuter la suite, j'aime bien vous rappeler quels sont les spectres, donc les états de masse nulle, les états légers de ces trois théories qu'on a définies jusque-là. Donc, je vous rappelle déjà qu'est-ce qui s'est passé dans les secteurs des strings ouverts de la corde 1 après la projection de GSO, vous vous rappelez. Donc, j'ai repris une des figures de la semaine passée, mais j'ai effacé ce qui est projeté par la projection des GSO. Et en plus, j'ai regardé que les cordes ouvertes. Et là, on avait noté qu'il y avait un boson, un vecteur de masse nulle, donc spin 1, qui en 10 dimensions a 8 composantes. Et il y avait aussi un fermion à masse nulle, de spin 1,5. Alors, normalement, en dimension 10, un spinner aurait 32 composantes. Il y a une règle qui va comme 2 à la puissance grand 2 sur 2. Si grand 2 est pair, autrement c'est moins 1. Voilà. Et donc, il y a en principe 32 composantes, mais justement à cause de la condition de Majorana et Weil, chaque condition divise le nombre de composantes physiques par 2, donc on passe de 32 à 8, et c'est comme ça qu'on récupère une
identité dans les nombres d'états physiques, bosoniques et fermioniques. Alors, comme on va l'utiliser plus tard, ces fermions de Weil-Majorana, ils se transforment dans la représentation 8C ou 8S du groupe SO8. Le groupe SO8 est assez spécial. Il a par exemple 3 dimensions représentations non équivalentes des dimensionnalités 8. Les vecteurs et 2 spinaires qui sont les complexes conjugués l'un de l'autre, un peu comme Weil, qu'il y a left-handed, right-handed. Et donc, dans cette projection des GSO, on décide de prendre par exemple les 8C, ou on aurait pu prendre les 8S. Et c'est comme ça qu'on a le spectre de masse nulle du type 1. Si on passe au type 2, A, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, c'est qu'on prend une corde ouverte, si vous voulez, le spectre de la corde ouverte pour les gauchers et un autre pour les droitiers. Et dans le type A, on prend des chiralités opposées pour la droite et pour la gauche, si vous voulez. Et c'est comme ça qu'on obtient une théorie non chirale. Si on prend la même hélicité à droite et à gauche, on obtient la théorie 2B qui est chirale. Alors là, il faut faire un petit peu de théorie des groupes, pas difficile, disons, mais il faut savoir la table de multiplication des représentations qui, pour SO8, est légèrement plus compliquée que pour SO3. Et je vous fais l'exemple. Donc, on prend Navier-Schwartz plus Ramond, les bosons et les fermions, fois les bosons plus les fermions. On multiplie, donc on a Navier-Schwartz fois Navier-Schwartz, c'est ça. 8 fois 8 fait 64, comme tout le monde le sait, mais disons, en théorie des groupes, il fait 64 comme 1 plus 35 plus 28. Tandis que si on multiplie la 8C et la 8S, donc on cherche des bosons du type Ramond-Ramond, ça fait 8 plus 56. Donc, on obtient ces différentes représentations pour les bosons et pour les fermions. C'est juste la théorie des groupes. Et comme on les voit bien, comme on est parti avec quelque chose qui est symétrique entre droite et gauche, on obtient aussi, quand on fait la multiplication, quelque chose qui est symétrique. Donc, il y a autant de représentations du type C comme il y a des représentations du type S. Ça veut dire qu'il y a une symétrie droite-gauche. Et les représentations du type V sont réelles, donc ils n'ont pas la complexe conjuguée. Par exemple, si on regarde ces secteurs Navier-Schwartz, ils nous donnent 1, ça veut dire un scalaire. Ça, c'est ce qu'on appelle les dilatons. Il y a un tenseur symétrique avec des index, c'est la 35. La 35 représente les gravitons à 10 dimensions. Et il y a la 28 qui est un objet antisymétrique dans les 2 index de Lorentz. Donc, qui a dimension 28 parce qu'on fait 8 fois 7 divisé par 2 pour avoir la dimension d'un tenseur antisymétrique avec des index. Si on prend par exemple 2 fois les spineurs Ramond, on obtient des bosons du type Ramond-Ramond. Et là, on obtient un 8 et un 56. Les 8, c'est à nouveau un vecteur. Voilà. On l'appelle C1 pour le distinguer d'autres. Ça veut dire que c'est une forme. On utilise cette lettre grand C pour les formes. Les formes sont des tenseurs complètement antisymétriques. Donc, là, il y a un seul index, il n'y a rien à antisymétriser. Par contre, les 56, c'est une 3 formes C3.
Alors, pourquoi ces 3 à dimensionnalité 56? Parce que pour antisymétriser 3 index qui vont de 1 à 8, on a 8 fois 7 fois 6 divisé par 3 factoriels, pour ne pas compter 3 fois la même chose. Et donc, on a effectivement 56 composants. Donc, c'est comme ça qu'on obtient les spectres de la théorie 2A. Bon, dans les secteurs fermioniques, qu'on obtient en multipliant un Neveu-Schwartz pour un Raymond ou un Raymond par un Neveu-Schwartz, on obtient ces représentations-là qui représentent 2 gravitinos à spin 3,5, si vous voulez, et 2 dilatinos qui ont spin 1,5. Et évidemment aussi là, les balances entre fermions et bosons est là. Donc, je ne répète pas tout ça parce que ça prend un peu de temps, comme vous avez vu. Pour la type 2B, on a cette multiplication-là, donc on fait la même procédure, on utilise la table de multiplication des représentations de S sur 8, et on obtient cette fois un spectre de type chiral, parce que, comme vous le voyez dans le secteur fermionique, on a seulement des représentations d'un type avec l'index S, et on n'a pas les C. Donc, c'est des left-handed, ou comme vous voulez. C'est une seule valeur de gamma et gamma 11. Et brièvement, je vous avais dit que la corde du type 1 a nécessairement aussi un secteur de cordes fermées, et quand on les regarde de près, on trouve que ce secteur de cordes fermées fait partie de ce spectre-là. C'est la moitié, si vous voulez, grosso modo, de ce spectre-là. Ça, on le retrouve dans la corde de type 1 quand on considère les secteurs de cordes fermées. Voilà. Donc, ça, c'est bien de l'avoir dans votre note aussi, parce que quelquefois, ça peut revenir utile dans la suite. Alors, on recommence maintenant l'histoire, c'est-à-dire que, je vous ai dit, ce n'était encore pas la fin de nos peines, parce qu'il y avait des problèmes encore à résoudre, mais reprenons un petit peu l'histoire. Donc, dans les cours, on a rappelé pourquoi on a abandonné l'ancienne théorie des cordes à la faveur de la chromodynamique quantique. Et en même temps, des gens comme Scherk et d'autres avaient considéré la limite des pentes nulles des trajectoires de Regge. On peut prendre formellement la limite où alpha' tend vers 0. Et comme les masses des états excités de la corde croît si on diminue alpha', si vous voulez, on envoie vers l'infini toutes les particules de la théorie, sauf celles qui ont masse nulle. Dans cette limite-là, on s'attend que la théorie des cordes nous redonne les théories des champs ordinaires. Et effectivement, c'est ce que Scherk avait noté, c'est qu'effectivement, la théorie, c'était encore le modèle du haut, redonne les théories des jauges et les théories de la gravitation comme approximation des basses énergies. Et en 1974, Scherk et Schwartz ont proposé qu'en effet, la théorie des cordes devait être réinterprétée comme une extension du modèle standard et de la relativité générale pour décrire toutes les particules élémentaires et tout ça, plutôt que la considérer comme une théorie des hadrons. Mais cette proposition, donc on est encore en 1974, pour environ 10 ans, il n'y a pas eu de réaction, de véritables réactions de la communauté scientifique à cette proposition. Il y avait plusieurs raisons. Une raison, c'était qu'à ce moment-là, les théoriciens qui faisaient la physique des particules
était intéressé à développer les modèles standards. La théorie des champs avait énormément de succès, donc on ne voyait pas pourquoi regarder à la théorie des cordes. Et en plus, disons, l'intérêt des physiciens des particules en gravitation, cosmologie et des choses comme ça était moindre, pour dire les choses comme ils sont. Donc, mais il y avait aussi des problèmes théoriques. Un problème, c'était qu'on avait l'impression que c'était impossible d'avoir des fermions chiraux en dimension 4. C'est ce qu'on a dit, c'est vraiment très important pour les modèles standards des particules, sans avoir en même temps des anomalies de jauge ou des anomalies gravitationnelles. Ce sont des anomalies qui sortent quand on fait des boucles. Quand on fait des boucles. Donc on avait comme des théorèmes des no-go, comme on dit, donc d'impossibilité d'avoir une théorie chirale et cohérente. Mais finalement, en 1984, donc 10 ans après la proposition de Scherk et Schwartz, Mike Green, ce n'est pas le même Green du bouquin, l'autre est à la fin, Green et Schwartz avaient trouvé que toutes ces anomalies s'annulent magiquement avec un mécanisme assez subtil de compensation à travers un état, ces tenseurs antisymétriques qui jouent un rôle et tout ça. Mais ce miracle avait lieu seulement si on prenait comme groupe de jauge pour la théorie de type 1 SO32 et pour pas d'autres groupes de jauge. Je vous avais dit que SO16, par exemple, aurait été intéressant du point de vue de la phénoménologie des particules parce qu'on peut mettre tous les fermions dans la représentation des dimensions 16. Bon, SO16 n'était pas bon. SO32, par contre, il marchait. Donc, le travail de Green et Schwartz est résumé dans les séminaires nombre 4 di Vecchia de l'année passée, si vous voulez les retrouver. Mais c'est assez compliqué. Donc, on va reparler de ça, mais dans un contexte plus moderne et plus simple. Et comme je disais tout à l'heure, les anomalies que Green et Schwartz avaient réussi à éliminer sont bien connues en théorie des champs. Elles viennent au niveau des boucles. Et comme les boucles prennent un new look, un nouveau visage dans la théorie des cordes, aussi les anomalies suivent la même sorte. Donc, j'ouvre une petite parenthèse. Bon, ce n'est pas une parenthèse, c'est aussi important pour la suite, de comment les boucles se présentent en théorie des champs et par contraste en théorie des cordes. Alors, dans la théorie des champs, on sait bien, avec les diagrammes de Feynman, qu'on a des diagrammes à arbres, des diagrammes à boucles, on compte le nombre de boucles, il y a toute une industrie à faire des calculs à n boucles, où n arrive à 3, 4 pour, je pense, pour les G-D de l'électron et du muon, on arrive jusqu'à 4 ou 5. Alors, physiquement, les boucles sortent parce qu'on veut une théorie qui possède la propriété dite unitariété, c'est-à-dire la conservation de la probabilité. Et quand on écrit la matrice S en termes de 1, que c'est la matrice S banale, plus une matrice d'interaction, on obtient une équation non linéaire pour la matrice T. Et quand on écrit cette relation-là, on voit bien que même si on met des arbres dans ces deux blobs-là, on obtient des boucles à travers cette sommation sur l'intermédiaire. Donc, on peut facilement comprendre que les boucles sont absolument nécessaires. Si vous voulez, correspond au fait que dans une théorie relativiste, on produit des particules. Vous voyez, ce sont deux particules qui produisent d'autres particules qui après se recombinent et redonnent les deux particules initiales. Donc, comme il y a des intégrations à faire sur les états intermédiaires, ça veut dire qu'il y a des boucles.
C'est assez simple que ça. Alors, mais comment les boucles apparaissent-ils dans la théorie des cordes? Pour l'instant, notre champ quantique ne sont pas vraiment des champs dans l'espace-temps à 10 dimensions, mais sont plutôt les coordonnées de la corde x mu, et si on a la corde fermionique, on a rajouté des psi mu, et si on a la formulation à la Polyakov, on avait aussi une métrique à 2 dimensions, gamma, alpha, bêta. Toutes ces choses-là sont des champs, si vous voulez, mais sont que des fonctions de 2 coordonnées de la surface d'univers de la corde, donc de sigma et tau, xi1 et xi2. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on a fait jusque-là pour faire la quantification de la corde. Ça correspond à ce qu'en mécanique quantique, on appelle la première quantisation. Alors, si on regarde des livres en théorie des champs quantiques, on l'ouvre, on commence à lire, on trouve que pour avoir vraiment une description relativiste avec des productions de particules réelles et virtuelles, on doit abandonner ce formalisme de première quantification et faire ce qu'on appelle une deuxième quantisation. Il y a ce nom un peu historique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les coordonnées x mu des champs deviennent des nombres classiques, les C-numbers, mais c'est le champ elle-même, phi i de x mu, qui devient des opérateurs, et on a des opérateurs de création et distribution des particules associées au champ. Alors, la première chose qu'on aurait pensé faire pour la théorie des cordes, c'est de faire la même chose, de copier d'après la théorie des champs, et donc introduire un champ d'espace-temps, maintenant, en 10 dimensions, pour chaque état de la corde, pour les états sans masse, pour les états avec masse, mais ça nous donnerait une théorie quantique des champs avec un nombre infini de champs quantiques en 10 dimensions. Donc, c'est quelque chose d'assez terrifiant, mais les gens ont essayé de les faire, et on a appelé ça la string field theory, la théorie des champs de la corde. Et, disons, il y a eu des résultats assez intéressants du point de vue conceptuel, par exemple dans la direction de comprendre un peu mieux les symétries sous-jacentes à la théorie des cordes. Mais du point de vue technique, c'est vraiment l'enfer. C'est-à-dire c'est vraiment très, très difficile. Il faut faire énormément de gauge fixing, c'est d'introduire des ghosts pour les ghosts, les ghosts pour les ghosts pour les ghosts, tout ça. C'est vraiment l'enfer. Mais malheureusement, heureusement, on peut faire sans la deuxième quantisation. C'est ce qu'on trouve, c'est qu'on peut introduire l'équivalent des boucles de la théorie des champs en restant tout le temps dans un formalisme très simple, conceptuellement très simple, des premières quantifications. Donc, au lieu d'avoir un nombre infini de champs en 10 dimensions, on reste avec notre petit nombre fini de champs en 2 dimensions. Alors, vous pouvez imaginer, la simplification est énorme, mais vous direz, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas avoir tant de chances. Alors, expliquons comment ça marche. Donc, c'est un peu sketchy. C'est-à-dire, pour faire une quantification d'une théorie, on peut procéder d'une façon canonique, ou c'est un peu plus élégant de parler de l'approche de Feynman du path integral, de l'intégrale des schémas. Donc, formellement, on dit on doit prendre l'action, on la met dans un exposant, disons ça c'est l'action de Polyakov qui est écrite là. Bon, là, il n'y a pas un i, il y a un signe moins parce que, bon, j'imagine d'avoir fait aussi une rotation euclidienne
mais ça, ce n'est pas l'important. Et on intègre sur les champs quantiques, qui, dans une première quantification, sont les x mu, psi mu et la gamma. Et regardons tout d'abord qu'est-ce que fait l'intégrale sur la gamma. Voilà. Alors, à première vue, cette intégrale sur la gamma alpha bêta devrait être complètement banale. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous qu'on a une invariance ici pour transformation des coordonnées en 2 dimensions, sigma tau, mais aussi on a une invariance de Weyl par un changement d'échelle pour un facteur commun de gamma lui-même. C'est-à-dire si j'envoie gamma alpha bêta en sigma de xi fois gamma alpha bêta, c'est une transformation dite de Weyl. Bon, il y a une compensation entre cette racine et ça, et la théorie invariante. Alors, on penserait naïvement qu'il y a assez d'invariance de jauge pour fixer complètement gamma et donc pour ne pas avoir à faire cette intégration. Okay. Si vous voulez, c'est l'effet que, par exemple, dans l'approche de Nambu, on n'a pas gamma. Gamma est déjà éliminé à travers ces équations de mouvement. Donc, il semblerait être quelque chose de redondant, cette intégration sous gamma. Mais ça, c'est vrai localement. On peut localement mettre la métrique gamma alpha bêta dans une forme standard, par exemple eta alpha bêta constant. Mais il y a des obstructions à faire ça globalement. Et ça vient d'un théorème assez bien connu, j'ai oublié le nom des auteurs, qui nous dit que l'intégrale des racines moins gamma, ça c'est le déterminant de gamma, fois la courbure en 2 dimensions associée avec gamma, qu'on peut écrire, la courbure scalaire en 2 dimensions, intégrée sur tout l'espace, est un invariant topologique et dont est lié au genre, on dit, genre de la surface de Riemann associée à cette métrique. Donc, G égale 0 pour la sphère, G égale 1 pour un tore, G égale 2 pour un tore avec 2 trous et tout ça. Donc, on ne peut pas fixer vraiment gamma, parce que si on fixait gamma, on fixerait aussi les genres de la surface. Donc, au lieu de faire ça, on dit que l'intégrale fonctionnelle sur la métrique G, gamma alpha bêta devient une somme de différences intégrales, chacun un pour chaque surface de Riemann. Donc, et on trouve que c'est précisément cette somme sur petit g qui correspond à l'expansion en boucle dans la théorie des champs. Je vous montre des petits dessins, mais disons, la conclusion est que la théorie des cordes quantiques a réussi à introduire les boucles de la théorie des champs sans engendrer la deuxième quantification. On pourrait essayer de les faire pour des points, mais apparemment c'est très difficile. Peut-être que ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas aussi naturel parce qu'il n'y a pas ces surfaces de Riemann à 2 dimensions qui... Donc, si vous voulez, là, c'est la sphère, c'est G égale 0. Tore, c'est G égale 1. Il y a un pretzel qui est à G égale 2 et tout ça. Et effectivement, par exemple, les tores, vous imaginez cet anneau dans une surface dans l'espace. Les flèches rouges sont, par exemple, 2 particules qui arrivent et 2 particules qui sortent. Et disons, par exemple, cet tore correspond en théorie des champs
à quelque chose qui est comme une correction du vertex. Vous voyez là, il y a 3 pattes, ça, ça et ça, et il y a une boucle. Donc c'est ce que dans la théorie des champs, on appellerait une correction de vertex. On peut faire une correction d'un propagateur. On peut obtenir un tadpole. Hein, on parle ça de, comment on dit, voilà, merci. Les petits de la grenouille. Donc, voilà, on a tous les diagrammes de Feynman de la théorie des champs, on les récupère à un niveau, par exemple, d'un boucle, à travers une seule surface de Riemann avec un trou. Bon, je dis que les cordes externes s'attachent à des points sur la surface de Riemann, et les positions où on met ces cordes correspondent aux variables de Koba-Nielsen des modèles duals que vous avez dans une formule de la semaine passée. Il y avait un intégral sur des variables z et disons, ça colle, tout colle bien. Mais en effet, les choses sont un peu plus compliquées, un peu plus compliquées que ça, parce que même si on fixe G, bon, je l'ai déjà dit, disons, on fixe G, on doit faire encore l'intégrale sur les différents métriques qui correspondent à ces G. On pourrait penser que une fois fixé G, finalement, je peux fixer complètement la métrique gamma alpha beta pour un G défini. Mais ce n'est pas encore vrai parce qu'il y a encore des invariances qui restent et qui dépendent de G lui-même. Donc, si on a un G égale 0, on est dans la sphère. On trouve qu'il y a encore une invariance sous un groupe O de 1. Et c'est ce groupe-là qui nous permet de fixer 3 de ces variables Z, que c'est exactement ce qu'on faisait dans les modèles du haut. Si, parce qu'on est intéressé aux boucles, on est à G égale 1, il y a encore une intégration sur un paramètre complexe, donc un seul paramètre complexe, qui caractérise les tors. Parce que les tors, on peut les définir à travers l'identification de certains points dans un plan, hein, mais pour bien les spécifier, il faut donner ces vecteurs-là qui nous donnent l'identification. Cette ligne-là est identifiée avec cette ligne-là est identifiée avec cette ligne-là. Donc, on doit donner un nombre complexe, si vous voulez, la position de ces points-là. Donc, il reste encore à faire un intégral sur une variable complexe qu'on appelle tau. Rien à voir avec les sigma tau. Hein. Et pour G plus grand que 1, on trouve qu'il y a un certain nombre de variables complexes sur lesquelles on doit faire encore une intégration. Donc, il y a toute une technique pour faire ces calculs de boucles. Mais la chose que c'est important, je suis presque à la fin de ces détours, c'est que il y a encore un groupe de transformations qui laissent les tors invariantes. Maintenant, c'est un groupe discret. Il s'appelle des transformations modulaires, c'est-à-dire c'est comme des transformations projectives, hein, mais où P, Q, R, S sont des entiers et le déterminant est 1. Donc, si vous voulez, les générateurs de cette transformation sont deux générateurs. Tau qui va en tau plus 1, donc, et tau qui va en moins 1 sur tau. Et si on multiplie ça, on obtient tous les groupes. Alors, cette transformation laisse les tors invariantes, c'est-à-dire deux valeurs de tau qui sont liées par cette relation-là, en effet, définissent les mêmes tors. Donc, si j'intègre sur tous les plans complexes de tau, je compte
un nombre infini de fois les tors et j'obtiens un infini. Donc, si vous voulez, la bonne recette à la fin, c'est que je dois intégrer sur tau, mais seulement sur une région qui spécifie les tors et négliger les restes. Alors, on peut choisir la région d'une façon ou d'une autre. Conventionnellement, on prend ce qu'on appelle la région fondamentale que j'ai dessinée. Et la chose qui est intéressante de la région fondamentale, c'est cette bande, mais qui est aussi bornée par ces cercles. Donc, vous voyez, on est entre réel des taux à moins 1,5 et plus 1,5, mais on doit être aussi en dessus des valeurs absolues de taux égale 1, que c'est ce cercle. Alors, la chose intéressante de cette région-là est qu'elle évite les points taux égale 0. Alors, les points taux égale 0 correspondent à un tore qui devient très petit et correspond aux divergences ultraviolets de la théorie des champs dans la correspondance. Tandis que taux vers l'infini, il nous fait récupérer la théorie des champs. Les effets infrarouges de la théorie des champs sont tous là dans la théorie des cordes, parce qu'ils sont des effets de grande distance. Par contre, le fait que la région fondamentale élimine l'origine résout le problème des divergences ultraviolets, de telle façon qu'il n'y a pas de divergences ultraviolets dans la théorie des cordes, il n'y a pas à faire des renormalisations, il n'y a pas à redéfinir les constantes de couplage, toutes ces choses qui ne sont pas tellement jolies dans la théorie des champs, qu'ils marchent à la fin. Pratiquement, ils marchent, mais ils ne sont pas esthétiquement très, très jolis. Ils ne sont pas là, ici. Donc, et cette invariance modulaire qui nous a permis de prendre juste la région fondamentale est effectivement quelque chose d'essentiel pour la théorie des cordes. C'est à nouveau elle fait partie des invariances des jauges de la théorie des cordes sur lesquelles on a beaucoup insisté, parce qu'autrement la théorie n'est pas cohérente. Et donc, et on peut voir qu'imposer l'invariance modulaire au niveau d'un boucle élimine les anomalies des jauges et gravitationnelles. Donc, si vous voulez, les mécanismes de Green et Schwarz, qui est très compliqué pour arriver à avoir l'annulation des anomalies, on peut les réexprimer comme l'imposition de l'invariance modulaire. Et on réobtient les conditions de Green et Schwarz, c'est-à-dire que le groupe de jauge doit être SO32, simplement en imposant l'invariance modulaire. Et en effet, pour trouver, disons, de nouvelles théories cohérentes, on a utilisé plutôt l'invariance modulaire que la méthode de Green-Schwarz, et c'est comme ça qu'on a trouvé de nouvelles théories consistantes qui on appelle les théories hétérotiques. Okay. Et la découverte de ces deux théories hétérotiques est venue tout de suite après le travail de Green et Schwarz, et c'est beaucoup grâce à cette méthode de l'invariance modulaire. Donc, j'ouvre encore une petite parenthèse pour expliquer un petit peu qu'est-ce que sont les théories hétérotiques. Donc, on a déjà 3 théories des supercordes, et là, il y en aura encore 2, et ça, pour l'instant, c'est tout. On ne connaît pas d'autres. Donc, la construction des théories des cordes hétérotiques part de l'observation qu'on peut combiner, pour faire des cordes fermées, une théorie des cordes fermées, une sectaire droite et un sectaire gauche qui peut être égaux ou différents. Et on va à l'extrême de la théorie hétérotique à dire qu'on prend les sectaires gauche, disons, comme être une corde purement bosonique,
et le secteur droit être une corde, une supercorde fermionique, une supercorde. Donc, on sait que dans la théorie bosonique, on a une théorie cohérente seulement si les dimensions de l'espace-temps sont 26, tandis que de l'autre côté, si on met pour la droite une théorie de supercordes, D doit être 10, et vous posez légitimement la question comment on peut prendre un monde à 10 dimensions et le mettre avec un monde à 26 dimensions et faire une seule théorie. Eh bien, c'est possible. C'est possible grâce à l'idée que les 26 dimensions, comme 26 et 16, 10 plus 16, il y a 16 dimensions en plus et on va les compactifier, si vous voulez, sur une échelle de l'ordre de la longueur de la corde. Alors, quand les rayons de compactification, on va discuter les compactifications dans la deuxième heure aujourd'hui, sont très très petits, vraiment, ils perdent leur signification des vraies dimensions de l'espace. En effet, il y a des formulations où, au lieu de parler des dimensions de l'espace, on parle des fermions, on a des reformulations. Donc, quand les dimensions de l'espace sont macroscopiques, c'est une chose. Quand ils sont de même ordre de la longueur caractéristique de la corde, ça perd de signification. Mais de toute façon, on procède mathématiquement, formellement, et on trouve que effectivement, la théorie est cohérente, et là, l'invariance modulaire, si donc la compactification de ces 16 dimensions nous donne un réseau, le réseau où on fait les identifications, si vous voulez, où il y a le réseau dual qui définit les impulsions qui sont quantifiées, et que ce réseau, le réseau des impulsions doit être, c'est ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on appelle pair. C'est-à-dire que bon, il doit y avoir de certaines valeurs précises des impulsions, quantifiées à cause de la périodicité de l'espace. Hein. Et comme vous voyez, les impulsions sont de l'ordre 1 sur alpha prime, qui veut dire qu'effectivement la compactification est sur des rayons de l'ordre de la longueur de la corde. Et en plus, pour l'invariance modulaire, ces réseaux doivent être self-dual. Donc, si vous voulez, les réseaux qui définissent les réseaux dans l'espace des coordonnées et les réseaux dans l'espace des impulsions doivent être les mêmes. Alors, il y a toutes ces contraintes-là, et les mathématiciens savent que ce genre de réseau existe seulement si la dimension de l'espace est 8n, où n c'est un entier. Mais nous, on est à 16, donc on est bon, heureusement. Alors, les mathématiciens savent aussi quels sont les réseaux autoduals à dimension 16. Par exemple, à dimension 8, il y en a un seul qui a 240 vecteurs de longueur 2 et qui est lié au groupe exceptionnel E8. Ça, on va l'expliquer dans la deuxième heure, pourquoi, disons, la longueur des vecteurs des impulsions est liée à la présence des groupes de jauge. Si on passe à 16, qui est le nombre qui nous intéresse, on trouve qu'il y en a deux de réseaux self-duo. Et les deux, bon, j'abrevie un petit peu, nous donnent comme groupe de jauge soit SO32, comme dans la corde ouverte de Green et Schwartz, ou alors le groupe de jauge E8 fois E8. C'est-à-dire on prend deux fois, c'est ce qu'on a en 8 dimensions, on a E8 fois E8, mais il y a aussi la possibilité de SO32. Alors,
curieusement, les deux groupes ont le même nombre de générateurs, 496. Donc, ça, c'est les deux théories hétérotiques. Donc, on l'appelle HO hétérotique du type O32, ça veut dire, et HE, où E, c'est le groupe exceptionnel E8 fois E8. Et là, on peut s'amuser à nouveau à chercher les spectres de masse nulle de ces théories-là, en multipliant maintenant les bosons de gauche avec les fermions de droite. À droite, on a notre supercorde de type 1. Vous vous rappelez tout au début qu'il y a 8V, 8C. Ici, le deuxième nombre, c'est pour la représentation du groupe de jauge. Donc à droite, il n'y a pas à droite, oui. On n'a pas de groupe de jauge, donc il y a les cinglés. Par contre, à gauche, on n'a que des bosons, 8V, 8V, mais la représentation peut être soit en cinglé, soit la représentation adjointe du groupe de jauge. Et donc, on obtient un spectre qui, en effet, dans le cas de SO30D, est identique au spectre de type 1. C'est vrai pour le secteur de masse nulle, mais ce n'est pas vrai pour l'état massif. Donc, pour conclure cette partie, qui est les théories des cordes cohérentes, on est arrivé, et on est encore là, donc il n'y en a pas d'autres à présenter, à la définition des 5 théories des cordes cohérentes. Alors, j'ajoute à pas de fantômes, pas de tachyons et un variant modulaire, c'est-à-dire sans anomalie. Sont tous supersymétriques, sont tous à 10 dimensions parce que je ne compte pas les 16 dimensions de la corde hétérotique comme étant vraiment des dimensions de l'espace-temps. Ce sont vraiment des choses qui vivent à l'échelle de la corde. Et certains d'entre eux ont des fermions chiro qui survit en 4 dimensions si on fait une compactification de 6 dimensions de l'espace à 10. On prend 6 dimensions, on fait une compactification et on doit vérifier qu'on arrive en théorie efficace en 4 dimensions qui est du type souhaité, c'est-à-dire avec des fermions chiro. Et effectivement, ça marche. Donc c'est à ce moment-là que les gens ont pris beaucoup d'intérêt dans la théorie des cordes comme une théorie de toutes les interactions, parce que jusque-là, tout est cohérent. Bon, alors, dernier sujet pour cette première ère, qui est aussi très important, c'est de considérer maintenant les cordes dans des fonds non banals. Parce que jusque-là, on a parlé surtout de la corde dans l'espace-temps plat. Donc, il peut être compactifié, mais disons, l'espace, il n'a pas de courbure. Tandis que là, on va considérer la théorie des cordes dans la formulation de Polyakov, où on a rajouté un champ non banal. On a écrit déjà cette équation-là, mais après, on a vite mis G mu nu égale eta mu nu. Alors, on se pose tout de suite une question. Est-ce qu'on peut rajouter à cette action d'autres champs de fond à part ces champs de métriques dans l'espace-temps? Là, c'est juste, je vous ai dit, j'utilise la notation grand G pour la métrique de l'espace-temps dans la théorie des cordes. Bon, c'est ce qu'on doit imposer, qu'on ne brise pas les symétries qu'on veut, locaux de la théorie, local de la théorie. Donc, qu'est-ce que je peux faire? À nouveau, l'analogie avec la théorie des champs ou la théorie des points matériels est importante. Vous savez que si j'ai un champ chargé,
une particule chargée, je peux écrire une action où je couple la vitesse, si vous voulez, de la particule au champ vecteur. C'est la façon d'introduire une interaction électromagnétique d'une particule chargée. Et cette action-là est invariante par transformation de jauge. Si j'envoie A plus D lambda, A mu qui va à A mu plus D mu lambda, l'action, j'obtiens une dérivée totale qui n'a pas d'influence. Alors, d'une façon strictement similaire, une corde se couple d'une façon naturelle à un champ antisymétrique, bimu-nu. Le bimu-nu dont on a déjà parlé dans le spectre de la corde. Voilà. Et cette action-là est invariante aussi pour une transformation de jauge où B va en B plus D lambda. Alors là, ça veut dire B mu nu qui va en B mu nu plus D mu lambda nu moins D nu lambda mu. Hein? C'est la notation des formes. Donc, lambda, c'est une forme. Si je fais D lambda, j'ai deux formes. Et ça, c'est la transformation des jauges. Et bon, ça, c'est typique. On peut généraliser ça quand on va parler des brins. Disons, pour la corde, c'est tout ce que Et on peut se poser la question, est-ce que je peux encore ajouter quelque chose comme champ de fond? Et a priori, on penserait qu'une bonne chose à rajouter, comme on a déjà écrit cette invariante pour transformation générale des coordonnées, pourquoi pas multiplier ça par un champ de jauge qu'on appellera les dilatons, pour des raisons qu'on verra plus tard. On a déjà noté cette équation-là. Donc, c'est sûr que si phi est une constante, ça, c'est un bon invariante, parce qu'en effet, c'est un invariant topologique même. Mais, en effet, si phi, ce dilaton, il dépend lui-même de x et donc de xi, l'invariance de Weyl est perdue. L'invariance pour transformation générale des coordonnées est là, mais pas l'invariance de Weyl. Pourquoi? Parce que, disons, ça se transforme avec une dérivée totale, et la dérivée totale, si j'ai rien ou une constante, c'est banal, mais si j'ai quelque chose, elle ne marche pas. Donc, a priori, il y a un petit problème, mais on procède comme si rien n'était, parce que finalement, c'est ce qu'on veut, c'est l'invariance au niveau quantique. Et peut-être on peut mettre une petite non-invariance classique pourvu qu'après, au niveau quantique, elle disparaît. Alors, on écrit l'action maintenant de la corde dans un champ gravitationnel plus le champ antisymétrique plus le dilaton. Et on se pose la question, sous quelles conditions pour G, grand B, phi, on peut satisfaire les conditions d'invariance de reparamétrisation et de Weyl au niveau quantique. Et ça, c'est un problème non banal. On connaît déjà une solution à ce problème-là. Si on met G égale l'espace de Minkowski, B égale 0, phi égale constant, on a effectivement toutes les conditions réunies si D égale 26 ou 10, ça dépend si je rajoute fermion ou pas. Et là, on récupère, c'est ce qu'on a fait jusque-là, avec un tout petit point en plus, c'est-à-dire que si je prends cette action-là avec phi égale constante, maintenant, pour un instant, et je fais à nouveau mon intégrale fonctionnelle, je trouve que maintenant, la contribution à l'intégrale fonctionnelle d'une surface de Riemann avec un certain G est pesée maintenant par un facteur exponentiellement de phi en moins G, hein, parce que
si phi est constant, je les sors de l'intégrale. Et le reste, bon, j'ai mis exprès des facteurs d'une telle façon que le reste nous donne cette fameuse 2 fois 1 moins g, moins 2, 1 moins g. Donc, c'est ce que je vois, c'est que pour chaque g en plus, j'ai un facteur exponentiel de 2 phi en plus. Hein? Si je passe de la sphère, par exemple, la sphère à g égale 0, j'ai exponentiel moins 2 phi. Si g égale 1, j'ai 1. Si g égale d, j'ai exponentiel à plus 2 phi. Donc, on voit tout d'un coup que l'exponentiel de 2 phi compte le nombre de boucles. Il y a un facteur exponentiel de phi pour chaque boucle que je rajoute. Donc, mais c'est exactement ce que alpha, la constante de structure fine, fait dans la QED. Hein? Pour chaque boucle, j'ai un facteur alpha en plus. Donc, on commence à voir les rôles joués par ces dilatons. Ils jouent le rôle de la constante de couplage de la théorie, sans dimension. Alors, ça c'est... Mais on n'est pas content d'avoir juste des solutions banales, et donc on essaie d'étudier les problèmes de façon plus générale. Malheureusement, c'est un problème techniquement compliqué qu'on arrive quand même à résoudre dans une approche perturbative dans les dérivés des champs. On a dit qu'on connaît la solution quand les champs sont constantes. Donc, on peut se demander, est-ce qu'on connaît quelque chose quand les champs ne sont pas constantes, mais quand même, ils varient peu. Donc, on fait un développement en dérivé. On prend un point de l'espace X et on commence à faire une expansion de l'action en puissance de X de la corde moins les points X qu'on a fixés. Donc, on obtient un développement qui s'appelle le développement en alpha prime. Je vois que je suis un peu en retard. Et on fait ces calculs-là. J'avais mentionné avant la longueur de la corde. Je vous rappelle qu'elle est liée à la tension, ou l'inverse de la tension de la corde, fois la constante de Planck par cette relation. Donc, on fait une expansion en dérivée, et comme la dérivée a des dimensions 1 sur longueur, pour avoir quelque chose d'adimensionnel, on doit multiplier la dérivée pour quelque chose, et c'est quelque chose, c'est la longueur de la corde. Donc, c'est une expansion, si vous voulez, en effet, dans les rapports entre la longueur de la corde et la longueur typique associée à la variation des champs, ou de la géométrie, dans le cas de la métrique. Et après des calculs pas banals, je pense qu'on connaît maintenant au moins cet ordre L corde, L string à la puissance 4, on obtient les conditions pour avoir l'invariance des Weyl au niveau quantique. Au niveau quantique. Pardon, je reviens arrière. Voilà, je voulais dire que ces conditions pour ne pas avoir des anomalies sont écrites comme des conditions d'annulation de certaines fonctions bêta, qu'on appelle fonctions bêta par analogie avec la théorie des champs quantiques, où peut-être vous vous rappelez, il y a des fonctions bêta, l'asymptotic freedom et tout ça. Bon, ici, il y a une fonction bêta pour chaque champ des fonds qu'on met. Par exemple, il y a la bêta du dilaton, la bêta de G mu nu et la bêta de B mu nu. Et on doit les mettre à 0. Et quand on écrit les équations, vous voyez, ce sont des développements en puissance de la longueur de la corde. Donc, on a une constante là, quelque chose avec deux dérivés et une longueur de corde au carré. Et on connaît, mais c'est une expression assez complexe, 4 puissance de la longueur de la corde fois 4 dérivés des champs. Et la même chose pour les autres. Là, j'ai introduit ces champs H
que c'est disons, le field strength associé au champ antisymétrique. Entre parenthèses, ces équations-là, ils nous donnent un aperçu nouvelle sur la signification de la condition que D égale 26 ou 10. Donc, c'est D, c'est D critique et 26 pour la corde bosonique et 10 pour la corde fermionique ou pour la supercorde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir imposé? Pourquoi nous avons imposé D égale 26, D égale 10? Pour la simple raison que si D n'est pas égal aux valeurs critiques, il y a ce terme-là qui fait si que cette fonction bêta ne peut pas s'annuler si ces termes sont petits. Parce qu'il y a une constante plus de petits termes, donc elle ne peut pas nous donner 0. Mais ça veut dire vraiment seulement que si D est différent de C, il n'y a pas de solution avec des champs lentement variables, mais il pourrait y avoir des solutions à D différentes des valeurs critiques, mais avec des champs qui varient fortement. Effectivement, il y a un exemple qui s'appelle les dilatons linéaires qui nous permettrait de descendre de D égale 10 à D égale quelque chose de différent. Seulement qu'avoir ces champs qui varient beaucoup semble être en contradiction avec ce qu'on veut faire avec la théorie des cordes, du point de vue de la physique. Mais mathématiquement, c'est possible. Donc, à nouveau, cette formulation dans des fonds non banals nous donne une vue différente sur certaines choses. Et enfin, il y a encore une chose intéressante, c'est que ces fonctions bêta, il s'avère qu'ils sont aussi en même temps les équations des champs qui découlent d'une action efficace de la corde. Donc, il y a ce concept qui est très important en théorie des cordes, que c'est le concept d'action efficace. C'est une action, voilà, maintenant, c'est plus l'action bidimensionnelle, c'est une action dans l'espace-temps, telle que si j'écris les équations de mouvement pour cette action-là, je réobtiens exactement les conditions d'invariance conforme. Donc, il y a un fait qui est assez remarquable, que les fonctions bêta suivent des équations de mouvement dans l'espace-temps pour la corde. Donc, si vous voulez, cette équation efficace, qui est un peu plus simple que toutes ces équations-là, c'est une façon synthétique de dire pour avoir une corde, pour avoir des fonds qui nous donnent une théorie cohérente, il faut que les fonds satisfassent des équations de champ qui découlent de cette équation. Vous voyez, les équations ressemblent un petit peu à des équations d'Einstein. Et en effet, cette action-là ressemble un petit peu à une relativité générale maintenant dans l'espace-temps. Et il y a plusieurs choses intéressantes dans cette équation. Bon, la première est que il y a ce facteur exponentiel moins 2φ devant l'action, parce qu'on est encore là au niveau arbre, donc G égale 0, il y a ce facteur-là. Il n'y a pas de constant arbitraire, sauf la longueur de la corde. Et il y a covariance par transformation générale des coordonnées en 10 dimensions, ou 2 grandes dimensions, et d'autres invariances. Et bon, cette équation est efficace. Je vous prends encore 5 minutes et on va faire un peu plus court la deuxième heure. En effet, cette équation efficace
a deux significations différentes. D'un côté, comme on l'a dit tout à l'heure, elle nous donne les conditions de cohérence de la théorie des cordes, mais en même temps, on peut l'utiliser comme n'importe quelle action efficace en théorie des champs pour calculer des processus d'interaction à basse énergie, hein, parce que, comme vous le voyez, là, on a des points pour dire qu'il y aurait aussi des termes avec 4 dérivés, un nombre infini de dérivés. Donc, c'est seulement une expansion, si vous voulez, de la théorie à basse énergie qui nous donne effectivement une théorie des champs, comme on s'attendait. Okay. Et bon, je vais le souligner plus tard, dans la semaine prochaine peut-être, ou encore plus tard. C'est une théorie qui ressemble un petit peu à la théorie d'Einstein de la gravitation, mais elle est différente. Par exemple, le fait qu'il y a ce champ de dilatons qui est là nous rappelle beaucoup les théories scalaires tensorielles de la gravitation du type Jordan-Brandsticker. Et on sait qu'il y a des contraintes expérimentales très sévères sur les théories scalaires tensorielles. Donc, ça veut dire qu'au contraire de ce qu'on dit souvent, la théorie des cordes peut être testée et peut-être contredite aussi, si on ne fait pas attention. Hein. On va revenir sur ça plus tard, mais c'est juste pour signaler que il y a quelque chose qui ressemble à la réalité générale, mais il y a aussi d'autres choses. Il y a un constant cosmologique, vous voyez, mais qui pourrait être énorme par rapport à la constante cosmologique qu'on aime avoir aujourd'hui. Et la toute dernière transparence, c'est pour répéter que, pour dire que aussi au niveau de l'action efficace, on peut introduire les boucles et on peut dire, bon, ça c'est l'action efficace de la corde à niveau arbre, mais il y aura des corrections avec des facteurs d'exponentielle des phi différents, hein, qui caractérisent la contribution à l'action effective qui vient des boucles. Comme en théorie des champs, on définit une action efficace qui tient compte des boucles. Disons, en théorie des champs, on part avec une action classique et après on calcule des boucles et on obtient l'action efficace. Ici, c'est intéressant que l'action au niveau arbre, elle est déjà le résultat d'un calcul quantique, mais il est aussi corrigé par des boucles. Donc, et je vais souligner, et ça c'est la dernière chose, que il y a deux expansions, donc des développements de l'action efficace, une en boucle, en nombre de boucles, qui est liée aux puissances de l'exponentielle des phi, et l'autre, c'est cette expansion en dérivée. Alors, l'expansion en boucle a une analogue en théorie des champs, donc comme on l'a dit tout à l'heure. Par contre, l'expansion en dérivée, elle n'a pas la même structure, il n'y a pas cette longueur fondamentale qui nous permet de faire l'expansion. Donc, la chose intéressante, c'est que le fait qu'il y a cette expansion en dérivée, c'est ce qui aide à faire les boucles et rendre les contributions des boucles bien définies. Bon, c'est tout pour la première heure et on prend quand même un quart d'heure, on va reprendre à 11h10. Merci.